Je n'aurais jamais cru dire cela un jour, mais nous vivons une situation des plus étranges. Il y a quelque temps encore, ma vie avec Martha était des plus simples. Nous étions tous les deux heureux et amoureux, même presque mariés. Les préparatifs étaient en place, la salle louée, et n'attendait plus que nous. Si vous avez 2 minutes, je peux vous parler de Martha? Bon, j'imagine que cette non-réponse veut dire oui. Après tout, on dit bien qu'in dimo consent. Comme vous le savez déjà, Martha était destinée à être ma femme. Mais, en réalité, elle était tellement plus que ça. Elle était fleuriste. Elle possédait cette passion incroyable pour les fleurs. Rien qu'en vous regardant, elle pouvait vous associer à une fleur. J'ai eu beau essayer d'apprendre, de comprendre, j'en ai toujours été incapable. Elle était de celles qui d'un sourire pouvaient éclipser le soleil lui-même. Et il me manque son sourire. Il allait tellement bien avec son teint de pêche. Elle avait le cœur sur la main, vous savez. Elle ne pensait qu'à aider le monde entier. Avant que tout cela ne commence, elle avait même rejoint une association d'aide aux victimes. Vous savez, les victimes de ça là. Comment ils l'appelaient dans les médias déjà? Ah oui. Ils prétendaient que c'était quoi déjà? Une grippe? Putain les cons. Et moi j'en étais le roi. J'arrêtais pas de lui dire qu'il n'y avait pas de victimes, que c'était des conneries, que sa boutique, que l'argent qu'elle nous ramenait était bien plus important que les quelques pleureuses qui s'inventaient une maladie imaginaire. Mais bordel Martha, c'était pas la moitié d'une femme. Elle m'a regardé avec ses grands yeux verts et m'a dit « Eh bien, mon cher, ne t'inquiète plus pour la boutique. Je la vendais demain. » Bien entendu, je ne l'ai pas prise au sérieux. Après tout, ce magasin, c'était son rêve. Mais son empathie était bien plus forte que tout cela. Et comme elle l'avait si bien dit, le magasin fut vendu quelques jours plus tard, contrairement à ce que vous devez imaginer. Je ne l'ai pas appris de sa bouche, mais de sa main. Une simple lettre manuscrite d'à peine quelques lignes où elle résumait la situation. Notre situation. Mon amour, je sais que cette lettre te fera beaucoup de mal. Mais elle est vitale. Tu n'es pas totalement en cause. Je sais que tu ne comprends pas ma démarche, que tu sous-estimes l'ampleur du problème. Mais crois-moi, si personne ne fait rien, un jour ou l'autre nous pourrions le regretter. Ta Martha qui t'aimera toujours. Quand j'ai lu cette lettre, c'est comme si le monde entier venait de s'effondrer autour de moi. En réalité, il ne le fera que quelques années plus tard. Avant que le monde ne s'arrête de tourner tout à fait rond, j'ai cherché des réponses. Je suis allé voir sa famille, ses amis, mais personne ne savait me dire où elle était, ni même ce qu'elle faisait exactement. J'avoue que j'ai honte de ne pas m'être renseigné à l'époque sur le combat qu'elle menait. J'étais tellement loin de me douter que tout ce que je connaissais risquait un jour ou l'autre de s'écrouler. Puis, la vie a continué à s'écouler tout doucement. J'ai changé de ville, de travail, et un soir, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne m'attendais à rien. À vrai dire, je ne voulais rien. Mais j'ai quand même commencé à la fréquenter. Elle avait quelque chose dans le regard, un truc qui la rendait presque sauvage. Elle n'avait pas l'élégance ni le charme de ma Martha. Mais je ne supportais plus d'être seul. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pensé à disparaître. Enfin, je ne suis pas là pour me justifier auprès de vous. Tout ce que j'essaie de faire, c'est... Ouais, bon, je me cherche des excuses. Pardon, je me ressaisis et on reprend. Donc, je l'ai rencontrée seulement 1 an après que mon amour se soit enfui. Et j'ai eu beau la repousser, elle revenait toujours avec son air de chien battu. Alors, j'ai fini par craquer. Malgré tout, je n'ai jamais pu oublier mon amour. Et je crois bien que quelqu'un là-haut veillait à ce que je ne l'oublie pas. Alors que nous étions à mon appartement, tous deux affalés sur le canapé, elle s'est glissée dans mes bras. J'avais pour habitude d'éviter les gestes tendres. Je tenais à ce qu'entre nous tout reste mécanique. Qu'il n'y ait pas de tendresse ou quoi que ce soit d'autre pour gripper cette machine que formait notre couple. Habituellement, je me serais levé, soit pour me remplir un verre ou pour me débarbouiller. Enfin, toutes les excuses auraient été bonnes pour éviter ce moment de douceur. Mais ce soir-là, je n'ai rien fait.
Je suis resté les yeux figés sur l'écran et je n'ai pas bougé. Je crois que même elle était surprise. Mais ce moment de gêne fut vite oublié. À vrai dire, ce que disait le journaliste aux informations nous a complètement soufflés. Le pays rentrait en état de crise. Un virus encore inconnu se manifestait. Ils ont commencé par nous dire que ce n'était qu'une grippe, un peu plus forte que les autres années. Puis très vite, des messages sur les réseaux sociaux ont commencé à affluer. Pas mal de choses ont été dites. Pour les uns, le virus était une arme biologique envoyée par un État ennemi. Pour les autres, ce n'était que le résultat d'un énorme complot pharmaceutique. Comme je suis très rationnel, c'est à peine si j'ai prêté attention à tout ce ramassis de conneries. Ce soir-là, je suis parti me coucher avec l'espoir que je reste seul cette nuit. Mais elle a insisté pour venir avec moi. Je me suis mis dans un coin du lit, les bras croisés. J'avais un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose d'horrible nous passait sous le nez. Dans cette nuit froide, mon cerveau entrait en ébullition. J'ai même pensé que si je laissais ma tête sur cet oreiller, il allait prendre feu. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait taire toutes mes pensées, même les plus incohérentes. Elle m'a parlé. La fille qui était à côté de moi, celle avec qui j'avais partagé un bout de canapé quelques dizaines de minutes auparavant, celle pour qui je ne m'autorisais aucune attache émotionnelle, venait de me demander si je tenais à elle. Mes mains se sont serrées autour de mes bras. En voyant que je ne lui répondais pas, elle a fini par me dire ce qu'elle ressentait. Je sais que tu l'aimes encore, cette Martha. Elle a brisé quelque chose en toi. Mais j'attendrai, tu sais, j'attendrai que tu sois prêt pour qu'on recolle tout ce qui est cassé. Puis, elle n'a plus rien dit de la nuit. Je ne m'étais plus senti aussi misérable depuis la lettre que Martha m'avait laissée quelques années plus tôt. Et les quelques sanglots qu'elle laissait s'échapper dans son sommeil n'arrangeaient rien. Le lendemain matin, je lui ai proposé d'aller faire les courses avec moi. Je ne savais pas trop comment me faire pardonner. Et je pensais que lui proposer ça était un bon moyen pour commencer. Toutes les autres filles m'auraient mis une gifle en guise de réponse. Elle m'a envoyé son sourire, comme pour me dire qu'elle comprenait. Nous sommes donc partis, rejoindre un hypermarché tout proche. Et j'avoue avoir été surpris par le nombre de personnes faisant la queue pour y entrer. Il y avait même des militaires qui tentaient de contenir la foule d'acheteurs compulsifs. Les rayons se faisaient piller les uns après les autres. Je pense qu'en guerre, les choses ne se seraient pas passées différemment. D'ailleurs, les enceintes hurlaient les consignes de sécurité. Cela n'aidait pas à détendre l'atmosphère. On pouvait notamment entendre « Ne bousculez pas. Ne prenez pas plus de 3 produits similaires par famille. » ou encore « Nous avons du stock. Il n'y aura pas de pénurie. Gardez votre calme. » C'est dingue comme les gens peuvent paniquer et déconnecter leur cerveau de toute logique et de tout bon sens. Alors que la foule n'en finissait plus de s'épaissir, des cris ont retenti à quelques rayons de nous. Un homme qui devait avoir dans la cinquantaine, relativement rond et dégarni, pointait en l'air un flingue. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour comprendre ce qui allait se produire. Malheureusement, tout s'est passé beaucoup trop vite. Avant même que je ne le réalise, la foule immense courait vers nous. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais je l'ai perdu dans la foule. De ce moment, je ne me rappelle plus que d'une seule chose. C'est que j'ai vraiment essayé de prendre sa main pour qu'on s'en aille tous les deux. Moi, je me suis réveillé à l'hôpital 4 jours plus tard. J'étais plein de bleu sur tout le corps, et elle n'a pas survécu à ses blessures. On m'a raconté vaguement ce qui s'était produit. L'homme qui était armé se battait avec une dame pour un peu de bouffe. Il se serait senti menacé et aurait fini par pointer une arme factice en l'air. C'est ça qui a créé le mouvement de panique. Apparemment, il y a eu 12 blessés et 4 morts. L'homme responsable de tout cela a été abattu par les militaires qui gardaient l'entrée. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Pendant mon coma de 4 jours, de nouvelles mesures ont été prises. Il était désormais interdit de circuler dans les rues. Toute personne contrevenant à ces règles était considérée comme dangereuse et était abattue d'office. Des camions ont été affrétés pour permettre l'évacuation d'urgence des villes pour de petites structures. Il ne restait à ce moment-là que les hôpitaux à évacuer. Heureusement pour moi, il restait des soignants pour s'occuper des blessés. Et sans Maxence,
l'interne qui s'occupait de moi, je ne serais plus là aujourd'hui. Quand je me suis réveillé, il s'est empressé de tout m'expliquer. Mais voyant ma tête incrédule, il insista en pointant du doigt une pile de journaux de la veille. Les gros titres semblaient sortir d'un film de science-fiction. Les zombies sont à nos portes. Ou encore, l'infection devient une pandémie. Je suis resté perplexe à fixer mon compagnon d'infortune pendant plusieurs minutes. Que dire de toute façon? Pendant mon coma, le monde avait sombré. Toute la rationalité que je possédais encore venait de me lâcher. Voilà que quelqu'un essayait de rentrer dans la chambre maintenant. C'est peut-être un autre patient, avais-je demandé à Maxence. Non, ça m'étonnerait. À part vous, tous les autres patients restés ici sont dans un état critique. De toute façon, j'imagine qu'on ne tardera pas à le savoir. Il m'a regardé avec un sourire bienveillant et ses yeux extrêmement bleus. Je suis resté figé un court instant. En le regardant, je me demandais comment ce jeune homme d'à peine 20 ans pouvait avoir l'air si sûr de lui et protecteur. Puis, comme si de rien n'était, la porte s'est lentement ouverte. J'étais réellement persuadé que c'était un militaire, ou même un autre patient qui venait demander de l'aide. Au lieu de ça, nous avons eu la charmante visite d'un zombie. J'étais sûr que ça finirait par arriver. J'espère que vous êtes en forme, monsieur. Va falloir aller vite. Et j'ai couru. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, esquivant la chose répugnante qui me faisait face. En sortant de la chambre, nous avons eu la surprise de constater que les zombies tenaient bel et bien le bâtiment. Il y en avait au moins 5, rien que dans le couloir. Ils n'avaient rien de zombies en putréfaction. Les seules choses qui les différenciaient de nous, c'étaient leurs yeux blancs, vitreux. Et bien sûr, leur irrépressible envie de se faire un bon steak d'humain. Malgré tout, nous sommes arrivés à nous sauver de cet hôpital. Les rues étaient vides. C'est dingue. Je vis une vraie apocalypse zombie. Et il n'y avait même pas quelques bagnoles sur le dos dans les rues. Non, mis à part les zombies de l'hôpital et quelques cadavres sur les routes, on pourrait penser que tout est paisible et normal. Donc, j'en ai profité pour discuter un peu avec Maxence. Il a comblé les trous de l'histoire qu'il restait. Il m'a dit notamment que le virus qui avait créé cette situation d'épouvante était connu des autorités depuis plusieurs années et que des gens luttaient activement depuis tout ce temps pour le contenir et, à terme, l'éradiquer. Ces gens se font appeler les protecteurs. Maxence en fait partie et sa mission était simple. Il devait me faire sortir de cet hôpital en un seul morceau et me conduire à la chef des protecteurs. Il devait me conduire jusqu'à Martha. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez la forme, parce que j'ai grand besoin de vous. Alors, pour cette fois, on passe l'intro et l'outro. Je vous mets les mots du jour directement en description. Alors voilà, en cette période de confinement, je faisais mon sport quotidien, c'est-à-dire me balader sur internet. Je cherchais un peu d'inspiration à gauche, à droite. Bref, je me suis perdu sur cette immense toile que constitue internet. Puis, à force de naviguer de pages web en sites plus ou moins douteux, j'ai trouvé un petit quelque chose qui pourrait peut-être m'inspirer. Au début, je me disais, et si j'écrivais une petite histoire sur une malédiction? Un peu comme la malédiction du Nexus. C'est vrai que c'est un sujet qui m'inspire pas mal, mais je me suis dit qu'il fallait que je m'éloigne de ce que je savais faire pour vous proposer quelque chose d'inattendu. Donc, j'ai fouillé du côté des légendes parlant de malédiction, pour voir ce qu'on retrouvait comme grand classique. J'ai eu les habituelles malédictions égyptiennes, etc., etc. Puis à force de fouilles, comme le petit archéologue du net que je suis, j'ai trouvé un forum à l'abandon total. Il traitait de sujets paranormaux et ufologiques. Bref, un site classique des années 2000. Je l'ai épluché de bout en bout, sans rien trouver d'intéressant. Enfin, sauf si vous pensez que les petits hommes verts sont parmi nous et qu'ils vont détruire notre civilisation en 2012. À ce stade de mon explication, vous devez vous demander où je veux en venir. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. J'ai fini par trouver la perle rare, une histoire avec des faits réels et des morts tout aussi réels. Alors, je vais me mettre en mode narrateur, m'en voulez pas, mais il faut que je vous mette dans l'ambiance du truc. Faut vraiment que vous compreniez où je veux en venir.
Toute légende commence par une histoire. Celle-ci est on ne peut plus vraie. Ce que je vais vous raconter, je le sais grâce à ma tante. Si je me permets de vous divulguer tout cela aujourd'hui, c'est qu'elle est décédée depuis peu. Il y a 40 ans, mon grand-père a fait une chute qui lui a coûté la vie. Ma grand-mère, désormais veuve, éprouvait toutes les peines du monde à s'occuper de ma tante, mon père et mon oncle. Elle prit donc sur elle de cumuler un emploi de femme de ménage et de nounou, mais même avec de boulots harassants, elle ne s'en sortait pas. La décision fut prise de vendre des objets appartenant à mon papy. Les 3 enfants, donc, mon oncle, ma tante et mon papa, sont allés au grenier et sélectionnèrent chacun un objet qu'ils souhaitaient conserver en souvenir de leur père. Mon papa a choisi le fusil de chasse du papy. Ma tante, une malle complètement usée contenant un vieux tourne-disque. Et mon oncle, quant à lui, eut beaucoup de mal à se décider. Mais il finit par prendre un petit miroir en argent. Tout le reste fut vendu en à peine quelques jours. Ma grand-mère put souffler un peu, en tout cas au niveau financier. Des disputes commencèrent à naître entre ma tante et mon oncle au sujet du tourne-disque. En effet, ma tante essaya de le faire fonctionner. Mais l'appareil refusait obstinément de jouer. Mon oncle, qui était une personne plutôt bricoleuse, voulait vraiment réparer ce tourne-disque. Sauf que ma tante voulait que personne n'y touche. Faut savoir qu'à cette époque-là, elle était petite. Elle n'avait pas plus de 7 ou 8 ans. Elle était encore capricieuse. Bref, grâce à la médiation de mon père, tout est rentré dans l'ordre. Ma tante a eu le miroir en argent et mon oncle le tourne-disque. En quelques jours, l'objet était comme neuf. Enfin, il allait pouvoir découvrir quel genre de musique leur père aimait. Je coupe le récit pour lire une note de l'auteur. Il précise que selon sa tante et même son père, son grand-père n'écoutait absolument jamais de musique. Bien, sur ce, je reprends. Les 3 enfants se sont réunis autour de l'appareil. Ils étaient tout excités, à l'idée d'enfin entendre quel son allait sortir du tourne-disque. Mais selon ma tante, mon père était trop excité pour ne pas en parler à leur mère. Donc, il a demandé aux 2 autres d'attendre qu'ils reviennent avec elle avant d'actionner l'engin. Mais quand il est revenu accompagné de leur mère, les 2 enfants étaient statiques. Mon père ne sut jamais ce qu'il s'était passé ce jour-là. Et suite à cela, mon oncle ne fut plus jamais vraiment le même. Cependant, l'histoire fut vite effacée des mémoires. Le tourne-disque fut oublié dans un carton. Et quelque temps plus tard, ma grand-mère finit par succomber sous le poids des années et du travail. C'est comme cela que le tourne-disque a fini par arriver entre mes mains. J'ai longuement questionné ma tante sur ce qu'elle avait entendu ce jour-là. Elle n'a jamais voulu me répondre. En revanche, elle m'a posé une question et m'a fourni un élément de réponse. Elle m'a d'abord demandé si le tourne-disque était cassé. Je lui ai répondu que oui. Bien entendu, je ne lui ai pas avoué que ce serait facile pour moi de le réparer. Puis elle m'a dit « Tu sais gamin, je pense que c'est à cause de ça qu'il nous a quittés. » Mon oncle s'est suicidé il y a plusieurs années. Je ne l'ai pas tellement connu, il était étrange et froid. Sans compter le fait que pour peu qu'on mette de la musique, il pétait littéralement un câble. Mais encore, s'il n'y avait que ça. Même fredonner le rendait hystérique. Donc mon père l'évitait au maximum. Et seule ma tante prenait le temps de s'occuper de lui. Bref, j'ai changé de sujet. Et je suis rentré pour réparer ce fameux tourne-disque. Et j'ai entendu le son que mon oncle avait également entendu. Comme je ne saurais le décrire, je vous en ai fait un enregistrement. Voilà, le message sur le forum s'arrête ici. Mais c'est là que notre histoire commence vraiment. J'ai lu pas mal de messages qui répondaient à son post, et il y avait de tout. On pouvait lire des commentaires du genre « Oh, c'est trop nul, y a rien !» ou des messages du style « C'est quoi cette horreur? Pourquoi les modos font rien ?» Au début, j'ai pensé que l'auteur du sujet faisait une blague. Un petit troll bien monté et avec des gens qui jouent le jeu. Parce que moi, quand j'ai voulu l'écouter, je n'ai absolument rien entendu. Si ce n'est un simple bruit de fond. Alors, je me suis dit que, quitte à m'être fait avoir, je voulais partager l'enregistrement avec un très bon ami. Il ne savait rien de l'histoire que je viens de vous lire. Mais lui, il a entendu des choses. Et ça l'a réellement choqué. Depuis, il refuse de me voir, et encore moins de me dire ce qu'il a entendu. Donc voilà. Si certains d'entre vous en ont le courage,
Restez 5 secondes de plus, et je vous diffuse la bande audio. Je le répète une dernière fois. Les mots du jour sont en description, et il n'y a pas d'outro. Ne restez que si vous pensez être prêt. Un par un viennent les silhouettes, deux par deux partent les bébés, trois par trois dansent les squelettes. Un par un, j'ai découpé les silhouettes, deux par deux, j'ai éventré les bébés, et trois par trois. Je viens te chercher. Il y a quelques semaines, j'ai emménagé dans mon nouveau logement. Un petit appartement sans prétention. Mais trouver un meublé à ce tarif-là, c'est une aubaine. Alors je dois avouer que j'ai pas forcément été très regardant sur l'état général de ce qui s'y trouvait. En rangeant mes affaires dans un des placards plus que vétuste, je suis tombé sur un vieux carnet en cuir noir. Je sais que j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai lu l'intégralité du carnet. Et je pense qu'il est temps pour moi de vous en partager le contenu. Tic, tac, tic, tac. Ce son, je l'ai entendu toute ma vie. C'était le bruit de l'horloge de mon grand-père. Et puis un jour, j'ai cessé de l'entendre. À l'âge vénérable de 102 ans, mon grand-père que j'aimais tant n'était plus. Ma maman, sa fille, s'est chargée de rassembler tous ses effets personnels. En quelques jours, tout ce qui pouvait être emporté l'avait déjà été. Et le reste était soit trop lourd pour que ma mère s'en occupe seule, soit juste bon à jeter. L'horloge cumulait ces deux défauts. Elle était à la fois horriblement lourde et à la fois inutile selon elle. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'entrepris donc de la convaincre, et contre toute attente, elle accepta de ne pas se débarrasser de l'horloge, mais à une seule condition, que je la prenne dans mon petit studio parisien. Ce n'est pas que l'idée ne m'ait pas traversé l'esprit, mais une horloge de presque 2 mètres de haut, finement gravée, ce n'est pas l'idéal quand on a à peine 12 mètres carrés et des chiottes sur le palier. Mais malgré tout, je le voulais ce drôle d'objet. Alors, après une négociation très pointue avec ma mère, nous sommes tombés sur un accord. Dans 2 ans, quoi qu'il arrive, si je la veux toujours, je devrais la prendre. Je reprendrai donc l'écriture de ce carnet dans 2 années. 25 août, année inconnue. Ça fait 2 ans depuis la dernière fois que j'ai écrit dans ce carnet. Et le pari est une réussite. L'horloge trône fièrement dans mon salon désormais. D'ailleurs, pas mal de choses ont changé ces dernières années. Par où commencer ? Je suis devenu professeur d'histoire titulaire. Et depuis 2 mois, j'ai emménagé dans un véritable appartement. Mon appartement. Et pour ne rien gâcher, j'ai repris contact avec une ancienne demoiselle de ma promo. Bon, elle habite un peu loin, mais je compte bien faire d'elle ma femme. 28 août, année inconnue. Demain, Jeanne me rejoint dans ma modeste demeure. Je suis plus frétillant qu'un gardon. Je voulais mettre un costume pour fêter nos retrouvailles. Mais une question persiste. Après tout ce temps et ces lettres échangées, qu'est-ce que Jeanne va penser de moi ? J'ai horriblement peur de la décevoir. Peut-être que je devrais reporter sa venue. 29 août, année inconnue. Finalement, je n'ai pas annulé sa venue. Je me suis placé devant l'horloge de grand-père. Et son son si caractéristique m'a bercé jusqu'à m'endormir profondément. J'ai même rêvé cette nuit-là. C'était un rêve très étrange. Je pouvais voir un vieux monsieur.
Il ressemblait vaguement à mon grand-père. Il était allongé sur un lit en bois massif. Sur le même lit se trouvait une dame d'un âge certain. Sa grande chevelure argentée lui arrivait au niveau des genoux. Ces deux personnes avaient l'air paisibles. Tout n'était que silence et sérénité autour d'eux. J'observais la scène depuis des airs. Je flottais au-dessus de leur couche. Et je crois bien que je n'avais jamais observé quelque chose de si beau. Quand je me suis réveillé, mes joues et mes draps étaient mouillés. Je pense, ou plutôt j'espère, que ce rêve était un message de mon défunt grand-père. Jeanne était forcément la bonne, et il me le signifiait en songe. Dans quelques heures, ma bien-aimée arrivera enfin. J'espère ne pas m'être fourvoyé sur son compte. 2 septembre. Aujourd'hui, l'horloge faisait un bruit bizarre. Le tic-tac habituel était remplacé par quelque chose de bien plus rauque. J'ai peur qu'une pièce du mécanisme soit abîmée. J'ai la désagréable impression que Jeanne en est peut-être responsable. Depuis son arrivée, elle me dit être mal à l'aise en sa présence. Je vais continuer à suivre ça de plus près. 8 septembre. Jeanne vient de repartir, et elle me manque déjà. Dire que je vais devoir attendre 2 longs mois avant de pouvoir retrouver la chaleur réconfortante de ses bras. Le seul point positif que je vois en cette journée, c'est que je vais pouvoir enfin m'occuper de cette foutue horloge qui n'en fait qu'à sa tête. 9 septembre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. J'ai passé toute la matinée à chercher ce qui a pu détraquer cette stupide horloge. En démontant l'arrière, j'ai découvert une inscription très particulière. Je n'arrive pas à saisir ce qui est marqué. C'est écrit dans une langue que je suis tout simplement incapable de comprendre. C'est à base de gabaglou, boubagbou, ou quelque chose avec les mêmes sonorités. Bref, il est tard. Je retenterai ma chance plus tard. 14 septembre. J'ai enfin trouvé la solution. Elle avait juste faim. Une faim totalement intenable et incontrôlable. L'horloge, elle a besoin de se nourrir d'êtres vivants pour subsister. Je l'ai découvert à force d'inspecter l'inscription. Ça m'est apparu comme une évidence. Alors, je suis parti aller chercher quelques insectes dans l'animalerie à côté de chez moi. Je lui ai donné quelques grillons et autres criquets dans l'espoir de la contenter. Et... elle a mangé. Je ne saurais même pas décrire comment, mais enfin ces tic-tac sont redevenus normaux et apaisants. 23 septembre. Depuis plusieurs nuits, j'alterne entre rêves éveillés et horribles cauchemars. Je vois Jeanne en songe toutes les nuits. Elle porte toujours la même tenue, une belle robe blanche sur laquelle tombent ses longs cheveux noirs corbeaux. Elle fait toujours les mêmes gestes. Elle me tend la main et son poignet, il saigne. Quand je relève la tête, ses cheveux sont ébouriffés et ses pupilles grises n'exaltent plus que la peur et la souffrance. Puis sa robe, d'un blanc immaculé, vire à un rouge totalement écarlate. Et quelques secondes avant de me réveiller, je l'entends. J'entends ce bruit qui avant m'apaisait tant. Tic, tac, tic, tac. 2 octobre. Aujourd'hui, j'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à jeter la grosse horloge de mon grand-père. Elle n'a pas compris de quoi je parlais. Elle m'a répété plusieurs fois que papy n'avait jamais eu d'horloge. Elle a même été jusqu'à présumer que j'avais de la fièvre et que je délirais. Pour ma mère, le meuble que nous avons transporté jusqu'à chez moi était son sommier. Visiblement, elle ne me faisait pas une mauvaise blague. Alors, est-ce moi qui deviens fou ? Je veux en avoir le cœur net. 4 octobre. Un collègue est passé boire un verre aujourd'hui. J'ai eu la confirmation que les choses deviennent carrément dingues. L'horloge a besoin de se nourrir. Au début, c'était des petits insectes et seulement quelques fois dans la semaine. Maintenant, les choses me dépassent beaucoup trop. Déjà, mon collègue ne voyait pas non plus une horloge. Non. Lui, il m'a félicité pour ma magnifique bibliothèque. D'ailleurs, il a même réussi à en sortir un livre. Je l'ai vraiment vu, ce livre. Il en a lu un extrait. C'était la même formule que celle inscrite sur l'horloge. Quand il a commencé à lire le bouquin, j'ai senti comme une immense terreur, et je lui ai arraché des mains avant qu'il ne finisse de le lire.
Nous nous sommes tous deux énervés. Je ne sais pas pourquoi nous avions cette colère en nous, mais elle était bestiale, primitive. Puis, sans même que je m'en rende compte, je l'ai poussée contre cet objet maudit. J'ai vu l'horloge s'ouvrir en deux et l'avaler tout rond. Je pense qu'à ce moment-là, elle voulait changer de propriétaire. Ou du moins, elle me faisait passer un message. 7 octobre. Tic-tac, tic-tac. Cet horrible son me poursuit. Je ne peux plus faire un pas sans l'entendre. Même quand je suis avec ma classe, son appel me parvient. Il devient dur de se concentrer. Je sais très bien ce qu'il compte me demander. Mais il est hors de question que je sacrifie une personne de plus. Cependant, une question m'embrume l'esprit. Combien de temps me reste-t-il avant que je ne craque et que je passe à l'acte ? Je dois l'avouer, j'ai peur. 12 octobre. La police est venue me voir aujourd'hui. Ils sont à la recherche de mon collègue, Clément Caco. J'ai dû feindre la surprise quand ils m'ont parlé de sa disparition. Mais je pense que l'un des inspecteurs ne m'a pas cru. 14 octobre. La police est venue se renseigner sur mon collègue. Ils ont su que sa dernière destination était chez moi. Je ne sais plus quoi faire. Et ce tic-tac constant m'empêche de réfléchir. C'est comme si j'étais dans un océan sombre et d'une profondeur insondable. Pour le moment, j'arrive à flotter et garder la tête hors de l'eau. Mais ça ne va pas durer. 18 octobre. Je l'ai fait. La première fois, c'était un accident. Je ne voulais pas tuer Clément, mais cette fois-ci, tout était prémédité. J'ai demandé à l'inspecteur en charge du dossier de passer chez moi. J'ai prétendu avoir des choses à lui révéler. Il est arrivé sur les coups de 9h du matin. C'est un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais je ne pouvais plus reculer. Je lui ai proposé un café. Bien que réticent au début, il ne l'a finalement pas refusé. C'est très dur de cacher le goût d'anesthésiant, même dans le café. D'ailleurs, il s'en est rendu compte, mais trop tard. Il a tout de même eu le temps de salement m'abîmer l'œil après un coup de poing extrêmement puissant. Sur le moment, j'ai eu l'impression qu'il m'avait arraché la moitié du visage. Même drogué, ce flic était dangereux. Je sais que c'était la seule chose à faire, mais cette absence de culpabilité n'est pas naturelle. Je crois que je me transforme en autre chose. 20 octobre. Aujourd'hui, j'ai tenté de brûler l'horloge par 3 fois. Elle n'a même pas noirci. Je me suis également acheté une hache pour la réduire en pièces. Mais rien n'y a fait. Le manche s'est cassé net et la lame semblait complètement émoussée. J'ai même cru entendre un rire provenant de l'horloge. Au point où j'en suis, elle peut bien rire de moi, mais je trouverai un moyen de la vaincre. 24 octobre. L'étau se resserre autour de moi. La police n'a, pour le moment, aucune preuve matérielle de mes crimes. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne m'arrêtent, ou à défaut, me fassent disparaître mystérieusement. J'ai donc accéléré mes expériences. Je sais que l'acide, les termites, ou même la foudre ne fonctionnent pas sur elle. Quoique, l'acide est ce qui l'a mis le plus en difficulté jusqu'à présent. Je devrais peut-être creuser dans cette voie. 26 octobre. J'ai envoyé une dernière lettre à Jeanne hier. Je lui ai tout dit, tous mes crimes, tout mon amour pour elle, et tout ce que cette abomination a fait, ou est capable de faire. J'espère que cette lettre ne sera pas interceptée, et que cela parviendra bien jusqu'à ses mains si fines. Mais quoi qu'il arrive, c'est le dernier tour de piste pour moi. La police encercle mon immeuble, et je suis fichu. Il ne me reste plus qu'une chose à tenter. Je vais m'empoisonner et me jeter dans l'abîme qui me fait face. Les tic-tac de l'horloge résonnent dans ma tête, comme autant de rires narquois. Puisses-tu ne jamais les entendre. Adieu ma Jeanne. J'espère que cette ultime tentative m'aidera à expier mes péchés. Le carnet s'arrête là-dessus. Mais il fallait que je sache ce qui s'est passé ensuite. Si cette histoire n'est pas une vulgaire fiction, elle devait être connue de tous. C'est comme ça que, sans y croire, je me suis rendu aux archives de la ville.
le plus gros obstacle sur ma route était que je connaissais que les jours, les mois et le lieu. En revanche, l'année m'était totalement inconnue. Puis, un fragment de souvenir vint frapper à la porte de ma conscience. J'avais déjà lu une histoire similaire, mais dans un roman. Le temps que je retrouve l'auteur de cette œuvre, et tout est devenu clair. Au crépuscule de sa vie, Jeanne Taylor a écrit un roman nommé « Funeste présage ». Elle reçut de nombreux prix pour son histoire. Mais le roman allait plus loin que le carnet. Je me le suis procuré, et je suis prêt à vous en faire la lecture. Laissez-moi juste m'installer dans ce fauteuil et... Ah, voilà. Alors que le vent fracassait les volets contre les fenêtres, une autre tempête était en train de se lever. Son cœur, habituellement si calme, semblait battre la mesure des volets. Quand elle put enfin franchir le seuil de l'appartement, désormais vidé de toute âme, elle ne put retenir une minuscule larme. Elle ne pouvait croire que cet homme qu'elle avait connu si charmant soit coupable de pareils crimes. Et pourtant, tout l'accablait. Tout, vraiment? Non. Il y avait cette lettre, celle-là même qui l'avait poussé à revenir sur les lieux d'un bonheur désormais lointain. L'horloge, répétait-il dans son courrier. Tout est de la faute de l'horloge. Elle eut beau la chercher, elle ne la trouva jamais. Pourtant, un sentiment de malaise très prononcé s'empara d'elle quand elle frôla une petite commode où étaient gravés des symboles qui lui semblaient très anciens. Elle eut à peine le temps de réaliser ce qui allait se produire que la chose lui avait volé 3 doigts à la main droite. Heureusement pour notre héroïne, elle réussit à se sauver in extremis, sous les rires rauques de la chose qu'elle ne reverra plus jamais. Wow, donc il ne l'a finalement jamais vaincue cette chose. Bon, même si tout ça n'est pas réel, j'ai plus trop envie de cet appartement finalement. Mais qu'est-ce que... Je peux plus me lever? Oh merde. Tic, tac. Avant que je ne vous dise pourquoi il ne faut jamais l'invoquer, laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert son existence. C'était il y a tout juste 3 semaines de cela. Comme tous les dimanches, je partais en quête de nouvelles trouvailles dans les quelques vides-greniers qui s'organisaient autour de chez moi. Je retrouvais toujours les mêmes brocanteurs. On avait un petit jeu entre nous. Une sorte de concours. Le gagnant était celui qui trouvait l'objet le plus rare ou avec le plus de valeur. J'avais quelques concurrents sérieux dans le groupe, comme Albert et son inimitable chapeau de paille, ou encore Abou et son sourire trompeur. Tous les dimanches se jouait la même rengaine. À la fin de chaque brocante, on estimait les biens glanés et on gagnait en respect. J'ai eu quelques victoires à ce jeu-là, mais celle que j'allais remporter ce jour-là dépassait absolument tout. Cela avait pourtant vraiment mal commencé. Mes concurrents avaient raflé pas mal d'objets, des plus intéressants. Une montre à gousset en or, de la vaisselle en porcelaine de Limoges, etc. Moi, je n'avais rien déniché de passionnant. Enfin, ça c'était avant que je trouve un petit stand, légèrement à l'écart des autres. Il ne payait pas de mine, mais c'était souvent avec ce genre de petits vendeurs qu'on pouvait avoir les meilleures surprises. De toute façon, je n'avais rien à perdre. J'ai tout d'abord eu envie d'interpeller le vieil homme qui vendait ces objets. Il avait l'air relativement jovial, et il arborait un sourire franc. Néanmoins, il y avait quelque chose d'inquiétant chez lui. Un je ne sais quoi d'étrange. Mais, à vrai dire, je n'avais pas le temps de m'attarder sur ce genre de détails. Du coin de l'œil, je voyais déjà les autres s'approcher à pas vifs de ce stand. J'ai donc jeté des regards rapides à tout ce qui m'entourait. J'ai fait quelques trouvailles des plus intéressantes, mais rien ne permettait de remporter notre petit concours. Jusqu'à ce que mes yeux se portent sur un vieux livre. Il était magnifique. Toutes les reliures étaient couvertes d'une fine couche d'or. Je l'ai rapidement ouvert et parcouru. J'ai su immédiatement que c'était l'objet qu'il me fallait. J'ai payé l'objet au type qui gérait le stand. Quand je me suis retourné vers lui, son sourire était presque devenu effrayant. Et alors que je partais,
Il m'a juste dit. Vous allez adorer la page 7, vous verrez. Je me suis retourné. Il me faisait un grand signe de la main. Je lui ai répondu avec le même geste et je suis parti retrouver les autres participants à ce concours dominical. Évidemment, mon superbe livre ancien finement gravé m'a fait remporter ce petit tournoi amical. Suite à cela, je suis rentré chez moi pour parcourir cet ouvrage si majestueux. Il était constitué de dizaines d'estampes, toutes plus magnifiques les unes que les autres. J'admirais l'œuvre dans ses moindres détails. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas juste des gravures artistiques. Le tout formait une histoire, celle d'Himitsu. Il y a bien des siècles, un peuple dont le nom fut effacé des livres d'histoire prospérait comme aucun autre. Il faisait la jalousie, mais également l'admiration des autres peuples. Tous tentèrent de percer son secret. Certains le firent en faisant beaucoup d'offrandes à ce pays si mystérieux. D'autres, en y envoyant des espions, ou encore en leur livrant une guerre sans merci. Quoi qu'il en soit, tous ont lamentablement échoué, et pour certains ont même été éradiqués. Personne ne sut jamais qui était ou ce qu'était Himitsu. L'histoire pourrait s'arrêter là. Cependant, il y a un mais. Il manquait plusieurs pages à ce vieil ouvrage. Et notamment cette fameuse page 7 dont le vendeur m'avait parlé. C'est en continuant ma lecture et mes recherches que tout est devenu clair. Quiconque invoque Himitsu et saura rassasier son appétit vorace obtiendra la prospérité. En revanche, si l'on échoue à le contenter après l'avoir invoqué, eh bien, selon ce qui est dit, une créature semblable à un lézard à la peau huileuse et avec un bec de perroquet vous emmènera. Il ne laissera derrière lui qu'une flaque d'un liquide visqueux. Mais il ne le fera pas n'importe quand. Très exactement 700 heures après l'avoir appelé. Et peu importe ce que vous faites, vous sentirez son souffle putride dans votre nuque. Et puis, plus rien. Tout ce que l'on sait de ces enlèvements brutaux viennent de témoignages de proches des victimes. J'ai donc naturellement voulu en savoir plus. J'ai lu et relu le bouquin une bonne centaine de fois. Et vous savez quoi ? J'ai retrouvé la page numéro 7. Elle était tout simplement cachée dans le livre. Il suffisait de décoder certains passages pour mettre la main dessus. Cependant, la page perdue ne disait pas comment satisfaire Himitsu. Non. Elle expliquait juste qu'une fois qu'on apprenait son existence, comme vous venez de le faire, nous avions 700 heures pour trouver comment le combler. Bonne chance, le compteur tourne. Avant que je vous présente ce rituel, je pense qu'établir un peu de contexte ne serait pas de trop. Halloween est depuis toujours la fête que j'aime le plus. Gamin, j'adorais aller chercher des bonbons dans tout le quartier. Je crois que l'Halloween de mes 9 ans ou 10 ans était l'un des moments les plus heureux de ma vie. C'est le seul moment de l'année où quelqu'un d'introverti comme moi peut sortir et exposer au monde ce qu'il est vraiment. Et justement, c'est à la même période que j'ai fait la découverte la plus incroyable de ma vie. En septembre 1999, je suis arrivé dans un village proche d'Orléans. Je venais de quitter mes copains pour une ville où je ne connaissais personne, si ce n'est, bien évidemment, mes parents et ma sœur. Comme je l'ai mentionné un peu avant, je suis très timide, et ce changement brutal ne m'a pas aidé à m'ouvrir. Mais, malgré tout, j'ai eu la chance de rencontrer quelques bons camarades pour m'aider à prendre mes repères dans ce nouvel environnement. Dans ma petite bande, il y avait Julien, un petit gars à lunettes haut comme 3 pommes, mais un cerveau à la hauteur des plus grands. Anthony, c'était un petit blondinet qui étrangement marchait vachement bien avec les filles. Faut dire que son truc à lui, c'était le dessin. Mais aussi Bastien. C'était le sportif du groupe. Il était promis à une grande carrière dans le basket. Il était réellement incroyable avec un ballon. Et pour finir, il y avait Alice. Elle était grande pour son âge,
Je crois bien que la moitié de l'école était amoureux d'elle. Et je n'échappais clairement pas à la règle. Puis, il y avait moi. Le petit garçon un peu nul, passionné d'horreur, qui a des problèmes de diction à cause du stress et qui se sent à l'étroit dans son propre corps. Bref, j'étais clairement le maillon faible du groupe. Je sais maintenant qu'il faisait ce qu'il pouvait pour que je ne ressente pas l'écart entre nous. Mais, à l'époque, une partie de moi leur en voulait, d'être ces espèces de modèles que tout le monde envie. Moi aussi, je souhaitais être le centre de l'attention, celui qu'on regarde avec admiration parce qu'il a fait quelque chose de formidable. Quand j'en parlais à mes parents, ils ne comprenaient pas ce besoin que j'avais. Pour eux, j'étais déjà le plus beau, le meilleur, etc. Mais au fond de moi, je bouillonnais de l'intérieur. Mes propres parents ne me prenaient pas au sérieux. J'ai rongé mon frein encore quelque temps, jusqu'au 31 octobre. Certes, je n'étais ni le plus intelligent, ni le plus doué en dessin, et encore moins le plus sportif. Mais je me devais d'être le mieux déguisé. Le 31 octobre, nous nous sommes retrouvés dans une petite rue, qui était, selon les dires de Julien, le lieu où il fallait être pour avoir tous les meilleurs bonbons. Nous avons effectué notre tournée, et force est de constater qu'il connaissait très bien son sujet. Les autres nous regardaient pleins d'envie, pendant que nous défilions de maison en maison, nos baluchons pleins de délicieuses friandises. Je ne voulais pour rien au monde que cette soirée s'achève. Malheureusement, nous approchions déjà de la dernière maison, et contre toute attente, aucun des autres enfants du groupe ne souhaitait y aller. Du haut de mes 10 ans dans mon costume de pirate zombie, je me sentais intouchable. Alors, après quelques secondes de flottement, ma décision fut prise. Si tout le monde se dégonfle, ça ne serait pas mon cas. Avec cette action, j'espérais bien gagner le respect de tous, et surtout l'admiration d'Alice. Oui, on est sacrément idiot à 10 ans. Plus je me rapprochais de la fameuse maison, et plus elle m'effrayait. Mais pas question de revenir en arrière et passer pour un dégonflé. Une fois devant le portail de la maison, ma peur était tellement élevée que j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. La vieille bâtisse dégageait une aura très particulière. Je ressentais un sentiment de malaise tellement intense qu'il en était presque palpable. Mais étrangement, je n'en garde que peu de souvenirs. Seul son portail m'a largement marqué. Il était en fer forgé grand et noir. Les pointes à son sommet auraient pu m'embrocher de toutes parts, sans même que je me rende compte. Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir regardé l'heure, jeté un dernier regard en arrière, voir mes amis s'éloigner, puis d'avoir franchi le portail. Ensuite, c'est le trou noir. Quand j'ai repris conscience, je tournais le doigt à la maison et ma montre flic-flac m'annonçait que 2 heures avaient passé. Mais surtout, j'avais un livre énorme entre les mains. Un livre qui était parfaitement dans le thème de la soirée, je dois dire. Sur la face avant, une citrouille d'allure humanoïde tenait une lanterne dans une main. Et la pochette en elle-même semblait être faite en peau. À cet âge-là, je fuyais la lecture autant que possible. Je ne comprenais même pas comment on pouvait s'infliger cela. Et pourtant, ce livre, j'aurais pu tuer pour en connaître les secrets. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais ce n'était pas vraiment de ma faute. C'est le livre qui m'a forcé. Dès que je l'ai eu en main, j'ai commencé à avoir des sensations très étranges. Je sentais une chaleur paradoxalement glaciale qui parcourait mon corps. Comme si tout mon être essayait de rejeter ce bouquin maudit. Puis, sans même m'en rendre compte, j'étais déjà en train de lire la première page. Enfin, lire. Disons plutôt que je m'en imprégnais. Toutes les instructions étaient parfaitement claires. J'avais même une partie d'un rituel. Mais, fait exprès, le livre ne m'en donnait qu'un petit bout. Juste de quoi me donner affreusement envie de l'essayer. Mais pour cela, il fallait nourrir le livre avec du sang. Beaucoup de sang. Bien entendu, attraper un animal de compagnie quelconque et le vider aurait été trop simple. Je devais trouver du sang humain et en quantité suffisante. Heureusement, le soir d'Halloween, les parents relâchent beaucoup leur vigilance, et de nombreux enfants sont portés disparus. Ce fameux soir du 31 octobre 1999, quelques enfants ont eu l'infortune de passer entre mes griffes. En déambulant dans les rues, je voyais plein d'occasions potentielles, des petits bouts de choux de 4, 5, voire 6 ans, prêts à être dévorés. Mais à chaque fois un parent, un grand frère ou une grande sœur débarquait de nulle part,
et repartait avec. Aujourd'hui, j'aime à penser qu'une part de moi en était soulagée, qu'il restait encore quelque chose de bon, quelque chose à sauver, que j'ai tenté de résister. Je pense que ça aurait été préférable pour le petit Jordi, 5 ans. Quand je l'ai trouvé, il marchait seul à proximité d'un champ de blé. Il était effrayé mais ne cédait pas à la panique. Vous l'auriez vu, ce petit bonhomme avec ses grands yeux et sa petite bouille. Je ne me rappelle même plus de son déguisement. Aujourd'hui, quand je le revois dans mon esprit, c'est systématiquement pendu par les pieds, pendant que je suis en train de les viscérer. Je revois le liquide vital coulant lentement sur le livre. J'entends un rire. Je sais que c'est le mien, mais je ne le contrôle pas. Puis, je baisse les yeux sur les pages de l'ouvrage. Petit à petit, il absorbe la vie de Jordi. Et je me rends tout juste compte que mon rire s'était déjà éteint. Le rituel s'était dévoilé encore un peu plus. Je ne pouvais plus tenir. Je voulais le faire. Mais pour cela, j'ai dû sacrifier une fille de mon âge. Grâce au sacrifice de Laetitia, qui était dans la même école que moi, j'ai pu connaître l'entièreté du rituel. Elle était malade depuis des années, et n'avait sûrement plus beaucoup d'années à vivre. Du moins, c'est ce que je me dis encore des fois pour soulager ma conscience, quand elle devient trop lourde. Elle avait échappé à la vigilance de son père, qui était parti frapper à une porte quémandait des bonbons. Il la couvait trop selon ses dires. Même si elle subissait un traitement lourd, elle voulait vivre comme une vraie fille de 10 ans. Donc, quand elle en a eu l'occasion, elle s'est échappée. Si j'en sais autant sur elle, c'est que quelquefois elle a tenté de me parler quand nous étions à l'école. Je n'ai jamais été très réceptif à ces élans de gentillesse. Je prenais ça pour de la pitié, bien qu'avec du recul. Je pense qu'elle souhaitait juste avoir quelqu'un qui ne la considère pas comme un cadavre en devenir. Mais pas de chance. Ce soir-là, elle n'était rien d'autre pour moi qu'un ingrédient de plus dans mon rituel obscur. Malgré tout, je n'ai pris aucun plaisir à la sacrifier. Elle n'a même pas essayé de se débattre quand j'ai posé mes mains autour de son cou. Cela ne plaisait pas au livre, je l'ai senti. Lui, il voulait plus que du sang, il voulait de la souffrance. Donc, je lui ai donné ce qu'il cherchait tant. J'ai pressé ses globes oculaires avec mes pouces. Le bruit était atroce, mais le livre était satisfait. Et il m'a révélé la suite et fin de ce maudit rituel. Il est temps pour moi de vous le révéler, ainsi que ses conséquences. Pour l'utiliser, pas besoin d'ingrédients compliqués. Il faut juste un morceau de papier, un crayon, un briquet, et avoir suivi les étapes précédentes. Apparemment, quand on sacrifie une âme pure avec cruauté, notre âme se déchire. Et c'est ce qui va permettre au rituel de fonctionner. Bref, sur le morceau de papier, inscrivez les noms de ceux que vous souhaitez épargner. Attention, il ne peut pas y avoir plus de 7 noms en plus du vôtre. J'ai donc noté le nom de Julien, Anthony, Bastien, Alice et mes parents, ainsi que celui de ma sœur, soit 8 personnes qui ont été épargnées par le maléfice. À l'instant où est brûlé le papier qui contient les noms des élus, une ombre apparaît. Vous êtes libre ou non de la suivre. Moi, je l'ai fait. Je l'ai vu graver quelque chose sur un arbre, puis disparaître dans la nuit d'encre. Le mot qui était alors gravé était « Croatoan ». Et c'est là que tout devient incroyable. J'ai vu des gens s'agiter et courir dans tous les sens. Certains en poursuivaient d'autres, mais le plus fou là-dedans, c'est que tous avaient fusionné avec leurs costumes. C'était un festival de fantômes, de pirates, de princesses, et même une quantité remarquable de vampires et de démons. Dans ce chaos infernal, 2 camps s'affrontaient, les prédateurs et les proies. Ceci dit, les proies me fuyaient, et les prédateurs n'avaient pas l'air d'être conscients de ma présence. J'étais le maître absolu de cette bourgade. Je dois reconnaître que voir un gamin en costume de démon courser un autre gamin en militaire et le démembrer avant de le dévorer, c'était jouissif. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et au petit matin, le village était pratiquement entièrement dépeuplé. Il ne restait plus que 4 orphelins. Ma sœur, mes parents et moi-même. Ah, vous vous demandez sans doute pourquoi je parle d'orphelins. Bien, disons que le sort a bien fait son travail. Il a protégé Julien, Anthony, Bastien et Alice, mais pas leurs parents. Enfin, suite à ma demande et à l'horreur de la situation, mes chers géniteurs ont accepté d'adopter Alice. Ainsi, j'étais sûr de l'avoir pour moi, pour toujours. Suite à cela,
Le reste de la bande a fini en hôpital psychiatrique, puis en foyer. Quant aux autorités, ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est qu'ils ont plutôt bien fait leur travail. La seule ombre au tableau, c'est qu'Alice n'est jamais tombée amoureuse de moi. Pire, j'ai appris très récemment qu'elle avait retrouvé la trace du reste de la bande. Et il paraîtrait même que depuis tout ce temps, elle aimait Bastien. Si je vous raconte tout cela alors qu'une vingtaine d'années s'est écoulée depuis ce soir-là, c'est qu'en ce 31 octobre, je compte bien recommencer le rituel. Mais cette fois, à une plus grande échelle. Tenez-vous prêts. Quand j'aurai lancé le rituel, il ne vous restera que peu de temps de tranquillité. Ou alors, soyez prêts en mettant votre plus beau costume. Avec un peu de chance, vous serez le prédateur et non la proie. Bref, passons sans plus attendre aux 3 mots du jour. Aujourd'hui, ils sont Halloween, horreur et pyramide. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon Halloween. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous. Quoi, vous êtes encore là? Eh bien, pour vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici, voici un petit cadeau. Pour vous protéger, tracez simplement une ligne de sel vers les points sensibles de votre domicile. Donc, devant les fenêtres et les portes menant sur l'extérieur. Et surtout, ce soir-là, faites ce que vous voulez, mais n'écoutez pas les cris qui viendront de l'extérieur. Et si l'on frappe à votre porte, attention avant d'ouvrir. Qui sait, ça sera peut-être le Dragon qui vous rendra visite. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Bastien Vago. Un homme à l'origine connu pour son extrême gentillesse et sa bienveillance à toute épreuve. Toutes les informations que vous pourrez avoir aujourd'hui sont exclusives et proviennent de ses carnets personnels. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, laissez-moi vous parler de lui, de qui il était. Gérard Vagos était un homme qui pratiquait le noble art de la mécanique. Autrement dit, il était mécanicien automobile. C'est à ses 25 ans, l'âge de l'insouciance, qu'il prit la décision de créer sa propre entreprise, et donc d'ouvrir son garage, Vagos Auto. Après seulement quelques semaines d'activité, notre cher Bastien fit une rencontre qui changea sa vie à jamais. C'était un jour comme un autre pour le jeune gérant. Il courait à droite, à gauche, passant de l'accueil des clients à la réparation sans jamais prendre de repos. Mais cette fois, le grelot de la porte du garage n'annonçait pas une cliente ordinaire. Ou plutôt, si. C'était une femme des plus communes, tellement simple qu'elle aurait presque pu être transparente. C'était le cliché parfait de la petite ménagère un peu renfermée sur elle-même, qui venait de pénétrer sur le territoire de Bastien. Des cheveux bruns, attachés par un élastique bon marché et complètement usés. Des lunettes carrées, 3 fois trop grandes pour elle. Un gilet de laine rose, qui avait certainement dû appartenir à sa grand-mère, tant il paraissait âgé. Et pour compléter le tableau, une jupe en gros coton bleu marine, qui ressemblait étrangement au torchon qu'utilisait Bastien pour se décrasser les mains. Bref, en apparence, elle n'avait vraiment rien pour elle. Et pourtant, quand ce beau jeune homme tout en muscles et en sueur posa ses yeux verts sur la demoiselle, c'était un peu comme si le monde s'était soudain coloré de lueurs chaudes et rassurantes. C'est donc à cela que ressemble un coup de foudre, s'était-il demandé à voix haute. La jeune fille, visiblement confuse, lui avait bien demandé de répéter ce qu'il venait de dire, mais il en était incapable. À la place, il s'était contenté de ramener la conversation sur quelque chose de plus approprié. « Que puis-je faire pour vous ?» lui avait-il dit de sa voix la plus suave. À ce jour, je ne sais toujours pas quel était le problème de mécanique que ce cher Bastien devait régler. Mais 2 semaines plus tard, elle était de retour dans son garage. Cependant, cette fois, notre cher mécanicien ne l'accueillait pas avec un devis surfacturé, mais avec des fleurs. De belles et odorantes roses rouges. Pour le jeune homme, il était clair qu'il allait connaître sa première véritable histoire d'amour.
Et c'est vrai que tout partait pour le mieux. Seulement, à la vue des fleurs rouges que son prétendant lui tendait avec un énorme sourire, elle est rentrée dans une colère noire. Selon quelques clients présents ce jour-là, elle lui aurait hurlé dessus. Les mots qu'elle aurait employés sont d'une telle vulgarité que je ne vous les citerai pas ici. 3 des clients, horrifiés par la scène qui se produisait devant eux, ont tenté d'intervenir en calmant la jeune femme, devenue complètement hystérique. Mais personne n'a été capable d'arrêter cette furie. Finalement, elle s'est calmée seule et est repartie. Un peu plus tard, Bastien, encore légèrement sous le choc, expliqua aux 3 témoins de cette scène surréaliste qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Elle avait, sans nul doute, eu une bonne raison d'avoir agi comme elle l'a fait. Bien sûr, de façon unanime, ces 3 interlocuteurs réfutèrent complètement les dires de ce cher jeune garçon, un peu trop fleur bleue. Une fois l'incident clos, les langues ont fini par se délier, petit à petit, aux abords du garage. Il paraîtrait qu'une folle dingue vous agresserait à peine rentrée selon Madame Camélia. Moi j'ai entendu dire de la part de Monsieur Gontran que le simple son de sa voix pouvait briser du verre. Il est fort regrettable qu'un si beau jeune homme soit avec une sorcière pareille. À notre époque, au moins, les femmes respectaient leurs compagnons. Bien sûr, Bastien n'était pas sourd, et tous ces ragots sur la femme qu'il aimait le touchaient bien plus que tous les cris supposés de sa charmante compagne. Mais heureusement pour lui, dans les campagnes, si les ragots se propagent très vite, ils s'éteignent encore plus rapidement. En une poignée de jours, la mésaventure du garage Vago Soto n'avait plus du tout l'oreille des habitants de ce petit village perdu. Cependant, un événement que personne n'attendait allait se produire. Comme je le disais plus tôt, plus personne, ou presque, ne parlait encore de cette histoire. Mais c'est pourtant à cet instant précis que la sorcière aux roses, comme l'appelaient de façon moqueuse les habitants, a refait parler d'elle. Elle s'était établie avec Bastien depuis quelque temps. À vrai dire, plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis que cette malheureuse histoire eut lieu. C'est, je pense, pour cela que personne n'a compris pourquoi elle avait tout d'un coup décidé de s'excuser auprès des 3 personnes étant venues secourir notre cher garagiste ce jour-là. Mais pour autant, les principaux intéressés ont accueilli cette initiative de la meilleure des manières, et de fil en aiguille, ils vinrent tous dîner chez elle. L'air était étrangement glacial. Habituellement, à la même période, les blousons sont cantonnés à leur placard. Mais ce soir, celui de Madame Camélia était en bonne place sur les épaules de cette petite dame aux dos voûtés. Madame Roquia, quant à elle, commençait à sacrément regretter son Kenya natal. Là-bas au moins, il n'y avait jamais de température en dessous des 15 degrés. Seul le dernier des convives, Monsieur Gontran, semblait être à l'aise avec la température ambiante, pourtant très basse. Quand ils sont arrivés, c'est Bastien qui leur ouvrit la porte. On peut d'ailleurs y lire dans son carnet de notes ses premières impressions. Ils étaient tous habillés comme s'ils venaient de recevoir une récompense. Tout le monde était vraiment très élégant. Bien que Monsieur Gontran, comme à son habitude, avait fait moins d'efforts que les 2 autres. Toujours selon le carnet de notes, la soirée s'est passée presque sans accroc. Le dîner a été apprécié de tous les convives sans exception. La seule ombre au tableau était que Bastien lui-même se sentait mal. Depuis le début du repas, une sorte de douleur étrange le tiraillait. De ce fait, il n'a pas pu être présent pour le dessert. Une forêt noire. Bastien en raffolait, et il s'était privé de tout le repas pour pouvoir dévorer sa part sans difficulté. Tout ce que l'on sait sur ce dessert, c'est ce que sa compagne a bien voulu dire à notre cher mécano. Et croyez-moi ou pas, mais ce n'était pas des plus exhaustifs. Ils ont adoré le dessert, et ils sont repartis très vite chez eux. Bien sûr, ils te saluent tous. Un peu décontenancé que personne ne soit venu le saluer, mais satisfait que tout se soit bien déroulé, Bastien, bien qu'un peu fiévreux, s'endormit tranquillement. Le lendemain matin, un ciel rouge accueillait les habitants du petit village. Une tragédie s'était produite. Enfin, pour être plus précis, 3 épouvantables drames eurent lieu. Madame Camélia fut retrouvée à moitié nue, le corps en partie déchiqueté. Les autorités locales, bien incompétentes sur ce dossier, en ont conclu après une longue et fastidieuse enquête que le coupable ne pouvait être qu'une bête sauvage. « Sûrement un loup !» disait le commissaire en se caressant le ventre.
Madame Rokia, quant à elle, fut retrouvée chez elle, dans un cercle de terre, la tête enfoncée dans sa télévision. Et Monsieur Gontran n'a jamais pu être retrouvé, enfin, pas entièrement. Ponctuellement, des joggers arrivent à tomber nez à nez, sans mauvais jeu de mots, sur un organe, une main, voire même, pour la première partie retrouvée, justement, son nez. Bien sûr, l'affaire a fait grand bruit, et les médias régionaux se sont emparés de cette affaire. Il paraît même que quelques petits cons se sont servis de cette histoire pour faire peur à leurs petits camarades. Quand Bastien apprit ce qu'il s'était produit, il fut dévasté. Ce jour-là, ainsi que les 4 autres qui ont suivi, le garage Vagos Auto resta fermé. Bien entendu, tout le monde savait que ces 3 pauvres malheureux étaient venus dîner chez les Vagos. Alors, les rumeurs sur la sorcière aux roses reprirent de plus belle. Seulement, cette fois, les ragots des débuts se transformaient en horribles complots. Il était clair que le couple n'était plus du tout les bienvenus. Environ 3 semaines après ces horribles meurtres, une quinzaine de personnes sont venues voir les Vagos pour les intimider et leur demander de partir. Bastien, encore sous le choc de ces événements, n'avait même plus la force de lutter. Il était malade et très amaigri. Il nota d'ailleurs dans un de ses carnets « Je les voyais, là, tous autour de moi. Ils avaient l'air d'une meute de fauves traquant leur proie. Je n'avais plus la force de me battre. J'ai regardé ma fiancée. Elle tenait son ventre entre ses mains. Je ne pouvais pas prendre le risque que mon futur fils, et que ma bien-aimée, ne soient les victimes de ces gens. Je leur ai alors annoncé que d'ici 3 jours, nous ne serions plus là. » Et effectivement, 3 jours plus tard, le garage Vagos Auto était définitivement fermé. Quant à leur ancienne maison, elle fut ravagée par un incendie quelques jours plus tard. Suite à cela, nous perdons complètement la trace de Bastien et sa fiancée pendant près de 2 mois. 2 longs mois d'errance. Grâce au carnet, nous savons qu'ils ne se sont jamais vraiment fixés. Mais en remontant leur parcours, il est facile de constater qu'à chaque étape de leur passage, il y avait au moins une victime, en partie déchiquetée ou mangée. Mais l'apothéose n'est arrivée qu'au 8e mois de grossesse de la sorcière aux roses. Il possédait de nouveau une maison et Bastien semblait reprendre du poil de la bête. Il fut d'ailleurs engagé dans un petit garage de la ville voisine. Bref, tout allait pour le mieux. Il en était fier de sa maison. Une toiture en tuiles couleur écorce, certes un peu abîmée, mais rien d'insurmontable pour le bricoleur talentueux qu'il était. Et puis, il s'était même fait des amis. Le couple d'à côté, Samuel et Rebecca Rogue. Un couple de Québécois tout à fait charmant selon les écrits de Bastien. Par exemple, dans ses textes, il dit que « Ce sont clairement les meilleurs voisins que nous aurions pu avoir. Sam est un type formidable, et sa femme Rebecca n'a rien à lui envier. » La vie semblait de nouveau sourire aux 2 malheureux. Mais quand la vie s'acharne, elle ne laisse aucun répit. Rebecca eut une violente dispute avec la compagne de Bastien. Quand il vint pour voir de quoi il en retournait, il vit sa compagne en train d'étrangler Rebecca avec une force qu'il ne lui connaissait pas. Quand elle relâcha enfin son étreinte, notre cher mécanicien emmena sans plus attendre sa voisine à l'hôpital. Elle fut prise en urgence. Non pas que sa vie soit encore en danger, mais la marque sur son cou était réellement effrayante. Après plusieurs minutes de culpabilité extrême, il prit enfin la décision d'appeler Samuel pour lui dire de venir à l'hôpital et enfin de tout lui raconter. La suite, Bastien le résume très bien dans un carnet de notes intitulé « La sorcière de sang ». Samuel vient de me raconter des choses à propos de sorcières, et plus précisément sur la mère de mon enfant à venir. Je ne sais pas encore si je dois le croire, mais il est vrai qu'il se produit beaucoup de choses bien trop préoccupantes pour être anodines. S'il dit vrai, alors il faudra agir au plus vite. Puis, quelques pages plus loin. J'y crois pas. J'ai tout vu. Je ne sais pas comment, mais non. Cela ne peut pas être vrai. Je me suis vu me changer en cette chose immonde. Sa fourrure noire et ses crocs. Mais le pire est que même redevenu normal, j'ai encore cette soif de sang. Samuel et Rebecca m'ont parlé plus en détail des sorcières. Apparemment, elles sont très sensibles à l'odeur des roses rouges. Pire, il se pourrait que cela annule même ses pouvoirs. En tout cas, ça aurait marché sur Rebecca.
Je précise tout de suite que je n'ai pas vu la vidéo où Monsieur Vagos dit se transformer en monstre féroce. En revanche, j'ai fait mes recherches, et selon de vieux écrits, certaines sorcières avaient la faculté de transformer un homme en Akura, une sorte de mix entre un loup-garou et un familier. La première condition pour que cela fonctionne est de pouvoir bénéficier d'une convergence mystique et astrale très rare. La seconde est que la victime du maléfice soit éperdument amoureux de la lanceuse de sorts. Peu importe d'ailleurs que l'amour soit véritable ou magique. Quant à la dernière condition, eh bien, la sorcière devait tomber enceinte de sa victime dans les 3 semaines après leur première rencontre. Si tout cela fonctionnait comme il faut, 9 mois plus tard, la dite sorcière pourra donner naissance à une créature d'apparence humaine. Seulement, quand l'enfant atteindra ses 7 ans, une catastrophe sans précédent s'abattra sur le monde. Cette chose n'est encore jamais arrivée. La dernière fois que l'humanité a été si proche d'un tel cataclysme, l'enfant fut détruit la veille de ses 7 ans, ce qui mit fin à la grande vague de peste qui a ravagé l'Europe en 1346. J'imagine que si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est que vous voulez savoir ce qu'a décidé de faire Bastien. Bien, les derniers mots de son carnet sont adressés à une certaine Marie Red. Marie, il paraît que c'est comme cela que tu t'appelles. C'est étrange, après tout ce temps, je ne connaissais même pas ton prénom, et encore moins ton nom, Red. C'est joli, en tout cas, plus que Vagos. J'espère sincèrement que toute cette histoire n'est qu'un énorme malentendu. Non, que je ne sois pas le responsable de toutes ces morts. Mais, si nous sommes tous deux coupables de ces crimes, alors je nous emporterai tous les 3. Toi, mon fils, et moi dans la mort, expier nos fautes. Il y a peu encore, nous ne savions pas si Bastien avait réussi sa mission ou non. Car dans la maison Vagos, les enquêteurs ont retrouvé 4 corps. Celui de Samuel était en sale état. Mais celui de Rebecca était encore bien pire. Rebecca possédait une chevelure blonde, semblable à des centaines d'épis de blé. Dorée d'un vent, elle n'avait plus de cheveux et tous ses membres étaient à l'envers. Quant à Bastien, il recouvrait l'intégralité de la petite maison. Seule sa tête posée sur le sol était en parfait état. Cela dit, son visage exprimait une expression de douleur horrible. Le dernier corps, quant à lui, était allongé au sol, presque intact. L'unique chose trahissant son état était une rose rouge qui traversait la poitrine du cadavre. On pourrait croire que le problème est résolu. Seulement, aujourd'hui même, une femme du nom de Marie Red est venue dans mon entreprise pour préparer l'anniversaire de son fils, qui va avoir 7 ans cette année. « 8h du matin, dans un centre-ville banal, d'une métropole tout aussi commune. Chaque chose se passe bien en apparence. Les badauds circulent faisant leur vie sans jamais se soucier de ce que fait son voisin. Pourtant, dans une ruelle non loin, un homme est à genoux, suppliant qu'on épargne sa vie. Seulement, ses bourreaux n'en ont rien à faire de ses supplications. Il est déjà trop tard pour lui. Un homme d'un gabarit imposant, mesurant bien plus de 2 mètres, se mit dans son dos, armé d'un couteau effilé. Il fit glisser la lame le long du cou du malheureux. Il tomba au sol, se tordant de douleur, tentant à l'aide de sa main gauche de retenir l'afflux de sang qui ne s'arrêtait plus. Il n'aura fallu que 3 minutes pour que ce dernier ne meure. Dans un dernier élan de bravoure, il avait commencé à écrire à l'aide de son liquide vital quelques mots. À 9h30, l'enquêteur Eric Fortis fut dépêché sur le terrain. On lui confia le soin de résoudre une affaire complètement impossible à boucler. Non pas que les coupables soient durs à démasquer, bien au contraire. Tout le monde sait très bien qui sont les meurtriers. Le seul problème étant que les hommes en costume blanc, comme la presse les a appelés, ont toujours un alibi en béton et beaucoup de connexions avec des politiques et des fonctionnaires de haut rang, y compris dans la police. À 10h, le corps a été emmené pour une autopsie de complaisance. Comme d'habitude, les labos feindront le fait de ne pas savoir et l'affaire sera classée sans suite. Eric connaissait parfaitement la marche à suivre. Quand c'est eux qui sont concernés, on n'enquête pas. C'est un ordre formel. Pourtant, cette fois-ci, ils ne comptaient pas respecter cette consigne. Il fallait que quelqu'un les fasse tomber. À 11h,
Bien décidé à mettre au clair ce meurtre, il appela son mari Hugues à son travail. Il est forgeron pour une petite association de médiévistes convaincus. Il saura se défendre en cas de pépin, mais mieux vaut prévenir que guérir. Nombreux sont les individus à avoir disparu suite à une confrontation avec eux. 12h30, l'inspecteur Fortis a la nausée. Son sandwich jambon-fromage fait des va-et-vient dans son estomac. Pour une fois, ce n'est pas dû à la mayonnaise maison de son petit homme, comme il aime l'appeler. Non, il n'arrive juste pas à le joindre. Rien de grave, il est souvent très pris par son travail. Mais généralement à cette heure-ci, il lui envoie juste un petit texto pour voir comment il va. Et il souhaitait un bon appétit. 13h02, fausse alerte. Il a enfin reçu son SMS tant attendu. Malgré tout, Hugues ne semblait pas être en forme. Le moral dans les chaussettes comme il disait souvent. Et cela, Eric l'avait perçu rien que par le manque de smiley que lui avait mis son cher et tendre. 13h05. Ni une ni deux. Il l'appela pour prendre la température. S'ensuivit une conversation pleine de « Ne t'en fais pas » et de « Mais oui, je serai prudent » et qui ne manquait pas de « Je t'aime, mon amour ». Hugues a toujours été très superstitieux. Le surnaturel, c'est son truc. Alors, quand la nuit dernière, il vit en rêve son époux, allongé sur le sol, raide mort, son inquiétude dépassa toute limite. Puis, pour rien arranger, il lui confia qu'un de ses amis médiévistes laissait tout le monde sans nouvelles, et notamment sa femme. Quand Eric lui demanda vaguement le nom de ce fameux ami, son visage se décomposa. Sa bouche n'aurait pas pu plus s'élargir. Combien y avait-il de chances que la connaissance de son compagnon soit aussi la victime de l'affaire qu'il devait enterrer ? 14 heures pétantes. Il éplucha tous les dossiers de ces derniers mois, un par un. Ils ont été très proactifs. On a pu décompter pas moins de 23 morts à leur actif. Et évidemment, 0 arrestation. Il fallait que ça change. Sa conscience l'avait rattrapé et percuté avec la douceur d'un train lancé à pleine vitesse. 15h30. Une devanture crasseuse lui faisait face. Le repère de ces types ne payait pas de mine. De ce qu'il savait d'eux, c'est qu'ils prêtaient beaucoup d'argent à des pauvres bougres incapables de rembourser. Mais pourquoi donc ? Nul ne le sait. 16h. Après être entré et avoir été soigneusement raccompagné à la porte, à l'aide de quelques coups bien placés, notre cher inspecteur partit s'asseoir près d'une fontaine. Une fois bien installé, il enfonça dans sa bouche 2 de ses gros doigts dans le but d'y arracher une dent cassée. 16h04. Bien que la douleur que lui a laissée sa molaire soit encore vivace, ce n'est pas ce qui lui faisait le plus mal. Ils avaient osé menacer l'homme qu'il aimait. C'était impardonnable. 16h12. Après avoir passé quelques coups de fil à des connaissances, sa décision fut prise. Hugues sera en sécurité dans une autre ville. Puis, quand cela sera fini, il le rejoindra pour de bon. Il se l'est promis. 17h30. Une dispute téléphonique éclate. Même les passants les plus éloignés pouvaient entendre les remontrances du forgeron. Eric venait d'énoncer les faits avec son tact habituel. Ton ami est mort. Je sais qui l'a tué. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Il eut à peine le temps de prononcer la dernière syllabe qu'une avalanche d'insultes mêla une peur terrible s'abattit sur lui. L'inspecteur, peu habitué à ce que son compagnon réagisse ainsi, fit mine d'accepter et raccrocha son smartphone. À 19h08, le second téléphone d'Eric Fortis entama une courte mélodie alors qu'il était dans son défouloir. N'y voyez pas une zone secrète et surprotégée, ce n'est qu'une banale salle de sport, aménagée par ses soins qui l'aide à se détendre après des enquêtes harassantes. Cependant, il n'avait jamais donné l'adresse, ni même son second numéro de téléphone, à celui qu'il aimait. Et ce pour la bonne raison que justement, il l'aimait. Quand il venait faire un tour ici, ou utilisait son smartphone secret, ce n'était jamais de gaieté de cœur. Quand il saisit son téléphone, ses mains tremblaient. Il mit le combiné à son oreille avant de dire « Qui est à l'appareil ?» L'attente de la réponse était peut-être pire que la réponse elle-même. En une seconde, 1000 scénarios s'étaient déjà déroulés dans son esprit. 19h09. Une question. La question. « Comment as-tu ce numéro ?» La réponse qui s'ensuivit le laissa perplexe. Hugues lui expliqua calmement qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir. Et, étant légèrement jaloux sur les bords, lui aussi savait se transformer en véritable détective. 19h12. Un silence gêné, presque glacial s'était installé entre les deux hommes. Pour remédier à cela,
Notre forgeron, qui est du genre à battre le fer pendant qu'il est chaud, lui donna la raison de son appel. Il avait, à l'insu de l'inspecteur Fortis, approché les hommes en costume blanc, et bien sûr tenté de négocier avec eux. Hugues raconta comment il avait vu un de leurs représentants, qui s'était montré tout à fait ouvert d'esprit. Il acquiesçait et était étonnamment compatissant. En résumé, il ne les pense pas coupables. D'ailleurs, ils sont déjà en chemin pour venir clarifier la situation avec Eric. À 19h15, c'est la consternation. Il est déjà trop tard. Il défonce la porte sans sourciller. Le portable tombe des mains du malheureux inspecteur. Hugues, au bout de la ligne, entend tout ce qu'il se passe. Les cris de son amour ne lui sont pas épargnés. Les rires de ses tortionnaires non plus. Eric souffre, il a peur. Il supplie qu'on le tue mais implore qu'on laisse celui qu'il aime en vie. 19h28. Le combiné vole en morceaux. Un des hommes en costume blanc vient de l'écraser sous son pied. Hugues, encore sidéré, n'avait pas esquissé un mouvement depuis plus de 13 minutes. Quand il put enfin reprendre ses esprits, il appela la police et se rendit sur place. À 20h, le défouloir était complètement vide. Il n'y avait même pas une trace de sang au sol. Tout était impeccablement rangé, à tel point que le forgeron crut être devenu fou. Rien ne s'était vraiment produit, se répéta-t-il en boucle. Ainsi, il rentra chez lui, attendant l'amour de sa vie. Le lendemain, à 8h du matin, dans ce même centre-ville banal, d'une métropole toujours aussi commune, fut retrouvé le corps sans vie de l'inspecteur Eric Fortis. Comme convenu, Hugues fut mis en sécurité, mais pas pour très longtemps.